La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du journal télétravail Électronique France. La session commence maintenant avec moi-même, Germain, en tant que présentateur. Je suis ingénieur d'application pour Électronique France. Je suis accompagné de Paul Lenezet pour la modération, qui est lui basé à Rennes. Je me trouve actuellement dans le Gard, en confinement. La session va durer comme d'habitude une trentaine de minutes avec une flexibilité de 15 minutes pour la session de questions-réponses. Pour poser vos questions tout au long de la session, vous avez la fenêtre qui s'ouvre avec le petit onglet questions. Vous pouvez taper votre texte. Paul et moi-même la voyons très rapidement et pouvons répondre à l'écrit ou à l'oral pour la fin si ça nécessite d'en parler à voix haute devant tout le monde. Vous avez également, si vous utilisez une tablette, la possibilité d'appuyer sur le bouton point d'interrogation et poser votre question. Lorsque la session sera terminée, vous aurez la possibilité de nous envoyer des mails via l'adresse affichée. Il y a également un questionnaire de satisfaction pour lequel nous serions ravis d'avoir votre retour. Le sujet du jour traite du rendement dans les convertisseurs DC-DC. C'est un peu la suite de la présentation d'il y a environ 10 jours sur les convertisseurs DC-DC et le choix des composants. Et ben c'est parti, on commence. Donc on va parler aujourd'hui du rendement des convertisseurs DC-DC, des pertes principalement dans les composants passifs, même si on va évoquer un peu les composants actifs, les compromis qu'il faut faire, l'influence de l'environnement, de votre application sur justement le rendement et tous les paramètres à prendre en compte pour le design. C'est parti. Alors pour mettre en condition, on va parler un peu des challenges de l'électronique. Aujourd'hui, tout le monde sait bien que on regardera toujours le rendement de nos appareils électroniques, essayer de réduire les pertes, que ce soit dans des applications comme on voit à droite, plutôt consumer ou ce qu'on appelle les white goods, tout ce qui est électroménager, mais bien sûr dans toutes les applications électroniques, on va regarder le rendement. Mais un autre challenge en électronique est la taille et la miniaturisation. On veut toujours plus petit, mais malgré ça, toujours plus de fonctions, moins de consommation. Donc le travail d'un ingénieur est une affaire de compromis en permanence, un équilibre à trouver entre l'efficacité, si on se focalise là-dessus aujourd'hui, mais également la miniaturisation, les conditions de notre environnement. Est-ce qu'on a des particularités en termes de pression, de température qui vont jouer sur l'efficacité, le coût bien sûr, et les contraintes CEM qui seront finalement le tampon final avec la certification de votre produit. J'espère que tout va bien, tout le monde m'entend. J'en ai bien l'impression. Oui, c'est bon. Alors je continue. Maintenant cette introduction faite, lorsqu'on parle de taille d'un convertisseur DC-DC, après cette introduction, je voulais faire juste un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On a bien vu la dernière fois qu'en jouant avec la fréquence de découpage, on avait fait le calcul du convertisseur DC-DC en parlant d'un buck. En augmentant la fréquence de découpage, on jouait avec la valeur de l'inductance, et donc déjà dans un premier temps, en ayant l'évolution des IC à travers le temps, et en voyant qu'on a pu avoir des fréquences de découpage qui ont augmenté, on a pu réduire drastiquement la taille des inductances. Alors c'est simplement le calcul qui a permis cela avec la relation entre la fréquence de découpage et la valeur d'inductance. Bien sûr, les composants ont évolué, donc les fils, la technologie, la façon de les enrouler et les matériaux. Il en est de même en fait pour les condensateurs. Donc là, c'est simple, hein, c'est la même courbe avec une unité qui a changé et des images, mais c'est la réalité, ne serait-ce que par le fait que une fréquence de découpage plus élevée vous donne également une valeur de condensateur nécessaire, la valeur de la capacité nécessaire plus basse, et du coup on peut faire évoluer la technologie. Donc on va y revenir après, lorsqu'on va parler de rendement et de contraintes.
Mais tout d'abord, pour introduire la notion de rendement, on va se focaliser sur différentes phases. Donc voici la courbe de rendement d'un convertisseur DC-DC, assez connu dès que vous regardez la datasheet d'un IC ou d'un Power Module, une des alimentations tout intégrées que nous proposons en catalogue. Vous avez ce genre de courbe avec d'efficacité, on voit des évolutions de l'efficacité en fonction de la charge. En faible charge, on voit une chute qui est assez conséquente et on va voir les différentes conditions. Et également en haute charge où on voit qu'on a des pertes des composants passifs qui vont commencer à être importantes. Également la perte des composants actifs comme le MOSFET. Si je regarde tout le cheminement de mon convertisseur DC-DC, de la connectique du câble jusqu'à la sortie du convertisseur DC-DC, on va avoir toute une succession d'étapes où des pertes vont être occasionnées, comme les pertes par rectification, qu'on va venir juste après, sur lesquelles on va venir juste après, les pertes au niveau du filtrage, les pertes de stand-by, faible charge, on va y venir, les pertes de switching, donc du MOSFET, de découpage, les pertes dans les inductances avec le RDC et tout ce qui va être également AC, les pertes dans la sortie du filtre en sortie et à nouveau la connectique. Donc tout ceci sont des étapes à prendre en compte si on veut vraiment regarder l'efficacité. Et si maintenant j'essaie de faire le podium de la plus grosse influence sur le rendement dans mon convertisseur DC-DC, roulement de tambour, on a en troisième place la fréquence, puisqu'on va voir qu'en faisant varier la fréquence, on aura par exemple en haute fréquence plus de pertes AC. On va le voir là en fin de présentation. Le numéro 2, la charge, c'est justement la courbe qu'on a vue et on va s'y attarder un peu en début de présentation. Et le numéro 3, le designer. Bien sûr, il y a des choix qui sont clés à faire, des choix à faire par le designer, et ceux-là ne seront pas négligeables. Si je regarde les places d'honneur, derrière, il y a l'influence de la température. Forcément, l'entrée-sortie vont jouer sur le rendement, dans le choix dès le départ, et ça, le designer n'aura pas ce choix-là. Ça sera l'application et ce qu'il aura disponible en entrée-sortie. Donc par contre, sur le choix du designer, il y aura les fonctions du contrôleur qui seront à prendre en compte, le choix du design du filtre d'entrée ou de sortie, et ensuite les choix de rectification, protection de polarité, etc. Est-ce que c'est des choix qu'on fait? À lui de le faire. Donc le premier point, un des points, c'était la charge, on l'a déjà évoqué précédemment. Donc on va venir sur ces différents points, les restes du podium, avec les comportements faible charge, la fréquence, qui était le numéro 3 du podium, et surtout le choix des inductances, qui sera le dernier, qui est notre composant clé chez Virtu Electronics, et du coup sur lequel on va s'attarder pour ces pertes. Donc tout d'abord les pertes par rectification, ne serait-ce que dans le choix du découpage du convertisseur DC-DC, entre le choix d'un MOSFET et d'une diode de roue libre ou de deux MOSFET, donc un convertisseur synchrone, on a des pertes occasionnées qui seront différentes. Mais également dans le choix de la rectification éventuelle ou de la protection de polarité, ce sont des pertes dues au nombre de composants actifs qui sont ajoutés, qui seront pas négligeables et à prendre en compte. Maintenant, si j'en viens à la partie rendement global du convertisseur, on va s'attarder à la partie faible charge. Donc on s'en situe dans cette zone-ci, dans la courbe de rendement en fonction de la charge. Donc comme je disais, on est à faible charge. On appelle ça la consommation idle, donc fonctionnement ralenti, si je veux traduire littéralement. On va s'intéresser aux différents composants qui se succèdent. Lorsqu'on a un convertisseur DC-DC, des fois c'est pour convertir l'énergie d'une batterie. Alors, en tout cas, quelle que soit l'énergie qui en vient avant, on a des composants qui ont des courants de fuite. On a également une alimentation qui a un courant de question current, un courant de fonctionnement au repos.
Et on a également les stand-by current des microcontrôleurs derrière. Alors si je regarde notamment les courants de fuite des composants passifs comme les condensateurs, c'est quelque chose qui est noté en datasheet, qui est parfois non négligeable, et qui va dépendre de la valeur, de la tension qu'on aura sur la capacité. Donc c'est des valeurs qu'on voit par exemple ici en microampères. Est-ce qu'on voit mon pointeur? On va s'attarder tout à l'heure sur la partie capacité avec les capas électrolytiques et les capas polymères. Il faut savoir que pour des applications batterie, les polymères ont des courants de fuite qui sont non négligeables. Après, vous voyez bien en datasheet ce qu'il y a affiché, c'est le pire des cas, et c'est avec une tension maximale. Si la tension que vous avez autour de la capa est plus faible que la tension rated, vous aurez un courant de fuite qui sera plus élevé que ce qui est affiché dans la datasheet. Bref, sur la partie rectification et par exemple sur les protections TVS également, on a également le courant de fuite qui est indiqué ici en datasheet. Derrière, vous avez au niveau du convertisseur DC-DC ce qu'on appelle le quiescent current. Je vais m'y attarder juste ici pour dire qu'il y a ce point-là qui est indiqué en datasheet. En fonction du fonctionnement de l'IC, est-ce qu'on est en shutdown complet, aucune action qui n'est faite. Et donc là, on a un quiescent current qui sera de l'ordre du microampère. Lorsque on aura une activité mais pas de découpage, ou derrière un découpage mais pas de charge, là on va se retrouver avec des courants de fuite qui seront de l'ordre du milliampère, comme vous voyez ici. Il y a également un autre élément à prendre en compte, je pense, dans le convertisseur DC-DC à cet endroit-là, c'est les courants de fuite occasionnés par le feedback et du coup le pont de résistance qui est donné ici. J'ai déjà parlé des capas d'entrée-sortie avec leur fuite. Donc voilà pour ce sujet. Au niveau de l'IC toujours, et j'ai parlé du choix du designer et des différents modes de fonctionnement de l'IC. En effet, en faible charge, pour éviter d'avoir des rapports cycliques très très faibles, on se retrouve avec des fonctions spéciales comme le pulse skipping ou le burst operation, qui sont des états où l'IC va sauter d'état en on, pour entre guillemets là sur le pulse skipping par exemple doubler la fréquence de découpage dans certains cas, ou n'y appliquer qu'un tiers de temps on ou deux tiers en fonction de la fonction, ce qui fait qu'on évite d'avoir des rapports cycliques très faibles, plus faciles à gérer du coup, et on a une meilleure efficacité à faible charge. Il faut juste savoir que ceci peut occasionner certains problèmes de CEM notamment, puisque là avec le pulse skipping on se retrouve à avoir une fréquence de découpage entre guillemets réduite par 2 ou par 3, et du coup on se retrouve dans un certain état à un profil, un relevé CEM qui sera tout à fait différent de ce à quoi on est habitué. Et lorsqu'on divise par 2, par 3, ou voire plus la fréquence de découpage, on peut se retrouver dans une fréquence audible, d'un comportement spécial de l'IC à une fréquence audible. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans votre salon, enfin en tout cas dans le mien, c'est ce qui se passe. Lorsque j'ai mon ampli audio qui est en stand-by, j'entends un petit bruit, alors que j'entends rien du tout lorsqu'il est allumé, même si j'ai pas de son bien sûr. Dans tous les cas, ce problème de fréquence audible vient notamment des composants passifs, peut venir des composants passifs. Donc là, je fais juste un petit retour également sur les bases des composants qu'on a vus lors de la dernière session. On a parlé de l'inductance en disant que c'était un bout de fil et un matériau ferromagnétique. En fonction du matériau, on avait différents comportements à différentes fréquences. On a des inductances qui, pour de l'inductif, donc pour jouer avec le champ magnétique, le comportement inductif du matériau a plus d'efficacité à certaines fréquences en fonction du matériau. Je vais dire par exemple pour le manganèse zinc, on voit la fréquence intermédiaire, du nickel zinc un peu plus élevé. Et donc ce matériau ferromagnétique est composé de plein de petits dipôles qui s'orientent d'une manière ou d'une autre en fonction du champ magnétique qu'on lui impose. Cette relation entre le champ magnétique et l'induction que le matériau va générer est appelée la perméabilité, et elle dépend de différents paramètres. Elle va varier avec le matériau qu'on a justement, elle va varier avec la fréquence qu'on a, ça reprend la courbe qu'il y avait juste avant,
Elle va également varier en fonction de son environnement et du coup de la température et de la pression. Le terme courant va faire justement varier le champ magnétique. Donc je voulais revenir sur la partie température et pression. Lorsqu'on soumet une pression au matériau, justement les petits dipôles, ça va de soi, vont avoir plus de mal à, à bouger et du coup à s'orienter d'une manière ou d'une autre avec le champ magnétique. Ils vont réagir différemment, ils vont pas avoir le même comportement inductif sous pression. C'est comme nous, hein, lorsqu'on est sous pression, on bouge différemment. Ce qui est beau dans la physique, c'est que la réciproque est vraie. Et lorsque on est stimulé à une certaine fréquence, et ben on fait varier, on bouge réellement en fait. C'est les dipôles qui bougent réellement, et ce qui fait qu'on a le phénomène de magnétostriction. On a réellement le composant qui va bouger. C'est ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose qui va être audible, puisqu'on va vraiment entendre par exemple le matériau qui bouge sur le fil, sur le cuivre. Alors on a des solutions à ça, donc lorsque vous avez des comportements à faible charge avec du bruit, on peut utiliser des inductances qui sont moulées avec, par exemple ici, un fil qui est complètement surmoulé par le matériau qui est lui en alliage de métal ou en poudre de fer. On a plein de matériaux différents que vous voyez ici. On y reviendra tout à l'heure dans la partie rendement. Tous ces matériaux ont des perméabilités différentes, donc du coup on aura un certain nombre de tours de fil plus ou moins à faire pour avoir la même valeur d'inductance, ou ils seront utilisés à différentes gammes de fréquences. Pardon. Et ils vont occasionner différents rendements. Ça sera le sujet sur le rendement des inductances par la suite. La dépendance à la température de la perméabilité est importante à prendre en compte, et on voit que elle varie en fonction de la plage de température du composant de 20 à 15% jusqu'à un maximum, hein, comme vous le voyez, et ensuite on arrive à ce qu'on appelle la température de Curie et un point où le matériau n'aura plus d'impact et n'aura pas de comportement ferromagnétique. On va s'intéresser à ce qu'il se passe avant, également pour comprendre les impacts que ça aura sur le rendement. Donc je suis toujours sur la partie inductance et rappel des matériaux. Et donc j'ai listé les différents matériaux avec leur gamme de fréquences. On va retenir un peu ce qu'il y a à droite comme matériaux. On parle de manganèse zinc, nickel zinc et toutes les autres mixtures secrets Wurth électroniques que vous voyez à droite. Ce sont des matériaux qui sont composés un peu de manganèse zinc, un peu de nickel zinc et parfois un peu de poudre de fer. N'empêche que, comme on l'a vu lors de la dernière session sur les DC-DC, la valeur de l'inductance va être générée entre guillemets grâce au nombre de tours qu'on va en faire. Ça, c'est ce qu'on connaît lorsqu'on parle de bobine. Elle va également dépendre du chemin magnétique à travers le matériau ou pas, à travers de l'air peut-être. Et c'est justement l'intérêt d'ajouter un entrefer, ce qu'on appelle un air gap. Ça va rajouter une réluctance, ce qui fait que on va jouer avec la valeur de l'inductance. Alors je le vois de cet œil-ci, c'est-à-dire que si on ajoute un air gap, on ajoute de la réluctance, on ajoute un chemin magnétique à une perméabilité qui sera plus faible, puisque on n'aura pas de perméabilité relative, on sera dans l'air, et du coup on ajoute une valeur non négligeable au dénominateur, ce qui fait que pour avoir enfin une valeur non négligeable, pardon, une valeur plus faible que le R-core, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on aura ça va abaisser la valeur de l'inductance, et on aura besoin de faire plus ou moins de nombre de tours en fonction de l'entrefer qu'on aura ajouté. Alors pourquoi je parle de ceci? C'est que l'entrefer, il est toujours présent. Quand je parlais de self qui est moulé, même si on ne le voit pas, on a quand même, lorsqu'on a de la poudre de fer ou des matériaux un peu différents, des billes qui font que entre chaque partie arrondie de la bille, on a quand même de l'air et on a ce qu'on appelle un air gap réparti.
C'est le cas ici lorsqu'on a une self en poudre de fer surmoulée, c'est l'image qu'on voit ici. Lorsqu'on ne le voit pas mais que ça n'a pas l'air d'être de la poudre de fer, il y aura toujours un air gap qui sera à l'intérieur. Et donc si je reviens à la partie réluctance dont je parlais juste avant, ce que je voulais dire c'est qu'on a toujours un air gap qui est nécessaire puisque dans des dans des inductances dans lesquelles on va mettre des forts courants, dans des selfs de puissance pour des convertisseurs DC-DC, l'inductance la saturation va être très rapide si on n'a pas d'entrefer. Et le fait d'ajouter un entrefer, on va repousser la saturation du matériau, ce qui permettra d'avoir un comportement de l'inductance sur toute une plage de courant, et on ne va pas avoir une saturation alors qu'on a à peine mis un tout petit courant dedans. Voilà. Lorsque je m'intéresse maintenant à la partie, enfin je reviens sur la partie rendement, j'ai terminé la partie rendement à faible charge, hein, lorsqu'on a parlé des comportements des IC. J'ai voulu faire une transition sur la self pour parler du comportement à faible charge avec ampule skipping lorsqu'on entendait peut-être des bruits. Ça m'a permis de revenir sur notre composant clé, et maintenant je vais parler du comportement à charge médiane et haute charge. Juste une petite remarque dans un premier temps sur les charges médium. Toujours, si je reparle à nouveau des inductances, c'est là où on aura un impact important du type de matériau. Donc on va le voir tout à l'heure avec les formules et les calculs qu'on peut faire en fonction de votre application, mais on a des matériaux qui seront vraiment adaptés pour limiter les pertes si c'est vraiment votre priorité dans le choix de l'inductance pour le design du convertisseur DC-DC. Petite remarque sur les pertes à charge médiane, et on va les retrouver également en haute charge, c'est le comportement du MOSFET, le fait que le MOSFET va passer d'un temps on où il sera passant, donc tension nulle, à un temps off où il sera bloquant et du coup tension élevée. On aura du coup également le courant qui va décroître, et pendant ce petit temps, le delta T, le temps de montée sera pas négligeable, et on aura une puissance instantanée au point maximum qui sera ici. Si on fait le calcul de la puissance du switching avec le delta T, c'est une puissance qui parfois sera pas négligeable. Si on ajoute en plus les répétitions avec la fréquence de découpage, on va remarquer qu'on peut jouer sur la fréquence de découpage, peut-être, pour limiter les pertes du MOSFET. On pourrait jouer également sur le temps de montée pour limiter les pertes dans le MOSFET qui dépendent du coup du courant au carré qui passe dans le MOSFET, mais de son RDS-on que vous voyez ici, que vous pouvez avoir en datasheet. Quelque chose qui pourrait être non négligeable et sur lequel on peut jouer en jouant avec la fréquence de découpage au niveau de l'IC, et également au niveau de la gate des MOSFET pour réduire les temps de montée. C'est ce qu'on se voit, donc là je les ai colorés, mais derrière il y a des résistances qui sont affichées sur le schéma. Je continue et j'en arrive à la partie haute charge où on va parler du comportement des inductances. Il y a également l'influence du RDS-on, hein, je ne vais pas y revenir, mais c'est le cas, donc c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. Maintenant, on va parler plus généralement des inductances et des kappas. Donc c'est trois choix sur lesquels trois choix qui vont être déterminants dans le design si le rendement est votre priorité. Donc le RDS-on des MOSFET, je viens d'en parler pour la partie charge médiane. On va parler rapidement du choix des condensateurs. Ah bah, j'ai quand même la slide, vous le voyez ici, mais c'est ce que je viens de dire avec le calcul de la puissance. Voilà. Pour la partie condensateur, vous savez bien qu'un condensateur, s'il est parfait, on le représente juste avec deux électrodes, une kappa, mais en réalité, il a ce qu'on appelle un ESR, une résistance série. Et encore une fois, l'ESR va être déterminant dans le calcul de la perte, puisque pour calculer la puissance dans une résistance, eh bien, on a le facteur I carré qui est représenté. Donc plus on a de courant, plus ça va être important puisqu'on a le facteur carré qui est apposé. Du coup, la puissance de l'ESR, c'est complètement que de la perte puisqu'on a uniquement une résistance qu'on ne veut pas dans notre application si on parle uniquement de power ici.
Donc ce point est important et lorsqu'on fait le design du diamètre à découpage, on va forcément regarder l'ESR. Je ne parle pas aujourd'hui de CEM, hein, mais ça a aussi un impact en CEM. Si vous allez sur notre application RedExpert, en fonction de toutes les CAPA que vous avez choisi, donc c'est les CAPA qui sont représentés en haut, vous avez la possibilité de comparer les courbes d'ESR. Vous pouvez mettre un curseur, le mettre par exemple à 100 kHz, le mettre plus élevé si votre fréquence de découpage est plus élevée, et vous aurez les valeurs de l'ESR à cette fréquence de découpage, et vous pourrez comparer, sélectionner la CAPA qui est la plus adaptée. Il en est de même, donc là c'était une CAPA chimique, hein, pardon, il en est de même pour les CAPA polymères, qui sont une autre techno que j'ai évoquée la dernière fois dans le choix des composants passifs, surtout pour leur durée de vie qui est élevée, durée de vie qui est liée à leur échauffement, qui est liée à leur courant d'ondulation, et le courant d'ondulation qui est lié à leur ESR. Elles ont un ESR qui sera en général presque 10 fois inférieur à celui des capaces chimiques standards, du coup un courant d'ondulation qui sera également une dizaine de fois plus élevé. Et donc voilà, vous avez la possibilité de comparer ces comportements sur RedExpert. Remarque tout de même que j'ai fait en début de présentation, les CAPA polymères ont des courants de fuite qui sont bien plus élevés, donc attention sur des applications batterie. Donc voilà le point pour jouer avec le rendement et y faire très attention dans le design de votre convertisseur DC-DC. Les CAPA, ceci est dit, et maintenant je en viens à la partie perte dans l'inductance. Oui, tout est bon. La partie perte dans l'inductance, et on va regarder ce que son comportement de l'inductance dans un convertisseur DC-DC avec un exemple plutôt clair. Donc si j'en reviens à comment fonctionne l'inductance, j'ai encore dit aujourd'hui, c'est un bout de fil enroulé sur un matériau, il y a un bout de fil. Le bout de fil, lorsqu'on y met un courant, ça chauffe. Parce qu'il y a un RDC, le courant nominal donné en datasheet, c'est bien un courant qui dépend d'un échauffement. Il est mesuré, clairement, et il n'y a pas vraiment de standard. Beaucoup de fabricants font à peu près la même chose, mais nous, sur cette famille qui est prise en exemple de datasheet, on a une différence de température de 40 Kelvin. Donc c'est un delta T, c'est pareil si on parle en degrés, hein. Et du coup, on a un courant nominal de 7 ampères. Ça veut bien dire que si je mets 7 ampères dans la self, je vais avoir un delta T de 40 Kelvin. Soit. Si je mets plus, forcément j'aurai plus d'échauffement. Ça ne veut pas dire que ma self va se satelliser, elle va juste chauffer un petit peu plus. Si je mets moins, j'aurai plus de marge et j'aurai moins d'échauffement et du coup moins de pertes, hein. Là on parle de ça également. Donc le RDC est donné ici, hein. Le RDC, forcément, si je reviens au basique, c'est une résistance dans un conducteur. Donc on va prendre la conductivité du matériau, du cuivre. On a la longueur et la section. Donc plus j'ai un fil long, plus j'ai de tours par exemple sur mon inductance, plus j'aurai un RDC élevé. De la même manière, si j'ai un fil épais, gros, une grosse section, j'aurai un RDC qui va être réduit. C'est logique, mais voilà, je voulais juste le poser pour l'instant, puisque lorsqu'on va s'intéresser juste au fil, en effet, on remarque qu'il chauffe. Après, on va pouvoir jouer avec la dissipation thermique de notre PCB pour limiter l'échauffement, si on veut vraiment regarder l'échauffement. On remarque également tout de même que le RDC varie. Il y a une température ambiante, il est donné, hein, il me semble, en datasheet avec une température ambiante, je ne vais pas revenir, mais voilà. On remarque aussi que le RDC va varier lorsqu'on a des fortes températures, parce que le comportement du cuivre va changer. Pour ce point-là, une solution, c'est quand même s'il y a la possibilité de surdimensionner son composant, mais on va voir qu'il y a aussi d'autres comportements, notamment les comportements en haute fréquence. Donc je reviens sur la partie inductance. Donc là sur le schéma et l'optimisation dont je parlais tout à l'heure à haute charge, on a évoqué à peu près tous les sujets, mais il reste un point, toujours dans le comportement à l'inductance. Donc j'ai dit le RDC traduit l'échauffement, le courant nominal, excusez-moi, traduit l'échauffement du fil dû à son RDC. Et le courant de saturation est complètement indépendant de ceci, puisqu'en fait il vient de la saturation du noyau. Lorsque je mets un courant dans le fil, les dipôles vont s'orienter
tous dans le même sens, jusqu'à saturation, et on va, comme on a une modification de la perméabilité, on va avoir une chute de la valeur inductive. Et du coup, le courant de saturation est donné à une chute de valeur inductive avec un pourcentage. Là, pour l'exemple donné ici, c'est 10% de perte de valeur inductive. Soit, on le retrouve avec des courbes de ce type-là. Ça, encore une fois, ce sont des courbes qui viennent de RedExpert. Et du coup, on voit que pour une WEPD, qui est une de nos inductances les plus célèbres, on a défini une perte de valeur inductive de 10%. Si je lui mets un courant de 10,3 ampères, je vais réellement avoir passé de 10 micros à 9 micros. Si je lui mets 11,3 ampères, ben, j'aurai plus de chute de valeur inductive. Là où ça peut occasionner un problème, c'est lors de mon design de convertisseur DC-DC. Là, j'ai juste recopié une slide de la dernière session sur les convertisseurs DC-DC et on voit bien que la valeur de l'inductance dépend des caractéristiques de votre alim et notamment fréquence découpage et ripple. Si j'ai une valeur d'inductance qui chute, je vais avoir un ripple qui augmente. Qui dit ripple augmente dit courant de pic plus important, alors ça peut être des problèmes en CEM, mais ça peut être également des problèmes de rendement, puisque tout à l'heure on a bien parlé que une perte par une résistance dépend du courant au carré. Et lorsque j'ai des pics de courant, le courant au carré est encore plus important. Il y a ceci, et aussi le fait que lorsqu'on est saturé, lorsque je vais avoir une perte de valeur inductive, je vais avoir un ripple plus élevé. Qui dit pic de courant plus important, dit valeur inductive encore plus faible, et cercle vicieux, on va avoir à chaque fois dans le pire des cas une inductance encore plus faible et un courant encore plus élevé, etc., etc. On se retrouve avec des pics de courant qui peuvent être non négligeables. Lorsque je regarde mon schéma, ces pics de courant vont se retrouver dans le découpage au niveau des MOSFET et dans la capa, si c'est la capa de sortie, et la capa qui est dimensionnée avec un courant d'ondulation donné. Donc attention à ceci, quoi. Donc là, je parlais pas encore de rendement, mais tout de même, en comparant les différentes saturations des selfs, on va remarquer que là, j'ai un exemple sur une carte de démo qu'on a développée avec Texas Instruments, où par un jeu de jumper, je peux comparer différentes inductances, 168 micros, avec différents courants, et on remarque qu'elles n'ont pas le même comportement en saturation. On a certaines selfs qui sont faites avec des matériaux en nickel-zinc, où on a des profils où on a des pertes de valeur inductive assez rapides lorsqu'on monte en courant. Par contre, on a des inductances peut-être avec des valeurs plus élevées. Soit, on a également des matériaux comme le matériau jaune qui est un alliage de métal qui a une saturation beaucoup plus douce et qui va être beaucoup plus stable lorsqu'on a des pics de courant. Les deux sont possibles, les deux ont des avantages et des inconvénients. Là où je voulais insister, c'est que si je me retrouve avec un courant nominal de 1 ampère parce que j'ai une charge plus élevée dans un certain état de mon application, alors qu'en nominal je suis à 500 milli, eh ben on va se retrouver dans certains cas où on aura finalement presque la même valeur inductive, quoi. Alors on en avait une valeur bien différente à moyenne charge. Autre point, cette courbe de la chute de la valeur inductive est dépendante de la température. Et bien sûr, tout à l'heure, j'ai dit la perméabilité dépend de la température. Et ben, c'est bien le cas. Et lorsqu'on regarde la courbe de saturation, avec la perte de valeur inductive de l'inductance en fonction du courant, entre une valeur à moins 40, à combien, je vois, entre 150 et moins 50 degrés, il y a toutes les courbes de représenter, mais déjà sur des plages plus resserrées, on voit les différences. Ce qui va faire que si je me retrouve à une température dans un état où tout fonctionne bien, mais sauf que je chauffe mon inductance et que du coup j'ai une chute plus brève, je vais le comparer ici, hein, je me retrouve si j'étais par exemple à 0,3 de charge, j'avais une perte de valeur inductive convenable à 40 degrés. Si dans mon application finalement je me retrouve à 85 degrés, vous voyez, je me retrouve sur la courbe de Grise pour la même charge et du coup j'ai une perte de valeur inductive qui est drastique entre celle-ci et celle-ci. Comme je l'ai dit, perte de valeur inductive occasionne des pics de courant, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépendra du courant au carré, instantanément on aura des pertes de cuivre qui seront largement plus élevées puisque ça dépend du courant au carré. Vous avez le calcul ici.
Donc cette courbe, je l'ai évoquée, et donc du coup, on a ici des, des pertes de valeur inductive qui sont plus ou moins douces en fonction du courant ici. Euh, les voici ici avec une self moulée. Le convertisseur DC-DC que j'ai évoqué tout à l'heure, je me suis permis de comparer les différentes valeurs de self et regarder lorsque je joue avec la température. Ici, j'ai fait un exemple avec une température à 20 degrés, une autre à 80 degrés. Et lorsque je les superpose, on voit bien qu'il y en a une qui a un ampère à une valeur qui passe de 60 jusqu'à environ 40 microns. Si j'en viens maintenant à la partie perte totale dans les selfs, elle vient de l'accumulation des pertes noyaux et pertes cuivre. Dans les pertes cuivre, il y a la partie RDC qui vient du courant DC et la perte, excusez-moi, excusez-moi, voici les aléas du direct. Il y a mon fils qui a fait irruption. Voilà, je suis de retour. Donc, du coup, je disais que les pertes totales de l'inductance viennent, encore une fois, du fait qu'il y ait un noyau et un fil. Donc, il y a des pertes dans le noyau. Pertes par hystérésis, pertes dues au parcours du champ magnétique dans la courbe d'hystérésis. Également pertes cuivre qui viennent des pertes DC, donc le RDC qu'on a déjà évoqué, et les pertes AC. Alors les pertes DC déjà évoquées, maintenant on va parler du coup pertes AC, fréquence, euh, et du coup c'est les questions qu'on se pose lorsqu'on regarde l'équilibre et le rendement dans une allumette à découpage. Euh, Est-ce qu'on doit baisser la fréquence pour avoir moins de pertes? Est-ce qu'on l'augmente euh, pour, euh, pour gagner en taille dans votre rendement? Est-ce que les pertes, l'augmentation de la fréquence, ça a réellement un impact dans les pertes? Tout ça est un équilibre et lorsqu'on regarde ce qui se passe en termes de pertes AC, le phénomène vient des courants de Foucault qui génèrent l'effet de Pau notamment, l'effet de Pau qui veut dire qu'en augmentant la fréquence, les conducteurs pardon, les électrons vont utiliser une section moins importante des conducteurs euh, et en circulant plus facilement à l'extérieur. Et du coup, section de cuivre pas optimisée, section plus faible, donc un RAC plus élevé. On a le même phénomène courant de Foucault qui se traduit par les effets de proximité lorsqu'on a deux conducteurs qui sont à proximité avec deux fils qui sont parcourus en parallèle dans le même sens par le deux courants, ou alors en opposition, on aura les électrons qui vont s'attirer ou se repousser. On n'utilisera pas la section entière du matériau, du conducteur, et du coup on aura un RAC qui sera plus élevé. Si je compare maintenant trois inductances qui ont exactement la même structure mais avec des fils différents, on remarque qu'on en a avec des fils de cuivre plein, rond, simple, conventionnel. Ça nous permettra de faire beaucoup de tours de fil parce que ça sera plus facile à bobiner. C'est un peu plus disponible
est produit sur le marché, donc on sera peut-être plus efficace niveau prix. Mais par contre, lorsqu'on utilisera des fils en câble plat, on aura déjà des sections de cuivre plus importantes, puisque c'est un câble plat à fabriquer de toute manière, il utilisera une section plus importante, donc on aura des RDC très faibles, mais également le fait d'avoir des câbles plats, on aura des RAC qui seront assez faibles, puisqu'avec un câble plat, la section du fil fait qu'on a une circonférence, un périmètre de cette section qui est plus important qu'un fil rond à section équivalente. Si je parle de 1 mm² de section de fil sur les deux, avec un câble plat, on a plus de circonférence et du coup les électrons circuleront avec plus de place à l'extérieur. Le composant parfait là-dessus, c'est le fil de Litz, puisqu'on a plein de conducteurs en parallèle sur le même fil, et ce qui fait que les électrons sont coincés dans chacun des conducteurs et ils vont utiliser presque la totalité de la section du cuivre. On aura des pertes AC qui seront limitées, et en plus, comme on a une forme ronde de la section, on peut tout de même faire beaucoup de tours de fil. Maintenant, j'en viens aux pertes également en noyau. On a développé un nouveau modèle chez Würth Electronic qui s'inspire des modèles de Steinmetz, qui est le modèle célèbre pour calculer les pertes noyaux. Les pertes noyaux faites par les formules de Steinmetz intègrent le parcours de la courbe d'hystérésis, mais avec un découpage de forme sinusoïde, enfin un calcul théorique d'une forme sinusoïde, et ce qui fait que on est centré sur la courbe d'hystérésis de cette manière. Si on prend le modèle Würth Electronic, on a intégré par des méthodes empiriques également le fait qu'on puisse avoir des fréquences de découpage avec des signaux carrés, des courants triangulaires, et du coup des parcours de la courbe d'hystérésis différents. On intègre également le rapport cyclique, donc de 10 à 90%, on reste assez fiable, comparé à une simulation sinusoïdale où on est centré sur 50% de rapport cyclique. On intègre, je l'ai dit, des méthodes empiriques, la forme de noyau, le type de matériau, et ce qui fait qu'on a des calculs de pertes qui sont faits pour chacune de nos familles de produits. Donc là, j'ai un exemple pour les inductances de puissance. En allant sur RedExpert directement, je vais m'amuser à comparer une carte de démonstration qu'on a, cette carte qui est un convertisseur DC-DC qui me permet de rentrer, là j'ai pris un exemple à 24 volts pour sortir du 5 volts sur un USB, et on va essayer de s'attarder sur toutes les étapes qui occasionnent des pertes que j'ai évoquées en début de présentation. Les pertes par rectification, les pertes du filtrage, les pertes du découpage dans l'inductance et le filtrage de sortie. Donc cette petite carte de démo me permet de comparer avec des jumpers différentes fréquences de découpage et 3 inductances qui sont disponibles. Une toute petite en alliage de métal, que vous voyez ici, qui a une très faible valeur, 2,2 micros. Une valeur à 100 micros, mais une self de taille modérée, qui est limitée, on va dire, en courant tout de même. Et une autre qui est un peu surdimensionnée, parce qu'elle a une très grosse section de cuivre, pardon, mais pas beaucoup de tours de fil, donc une valeur à 4,7 micro-henry. Donc on va les comparer. J'ai laissé une charge à 500 mA pour faire simple dans cet exemple, ce qui est pas le maximum, qui est intermédiaire dans l'IC qui est proposé, dans le convertisseur. Donc on a 4 solutions proposées que je vais évoquer une par une. À chaque fois, comme vous le voyez ici, j'ai mis une tension à 5 volts en sortie, 24 volts en entrée, et j'ai fait évoluer la fréquence de découpage. Donc je vais m'y attarder. La première simulation que j'ai faite, donc vous verrez qu'à chaque fois je l'ai comparé avec la réelle mesure de l'application, avec une caméra thermique et du coup la mesure de la température pour estimer les pertes. Donc j'ai fait la première simulation avec 200 kHz de fréquence de découpage, ce qui m'a fait un calcul de la valeur de la self optimale environ à 100 micros. Le calcul, c'est ce qu'on a fait dans le précédent JTT sur les convertisseurs DC-DC. Donc ma valeur d'inductance à 100 micros était plutôt adaptée. Et donc vous voyez sur AdExpert que est simulé le ripple en courant et les pertes sont calculées. Les pertes sont calculées
avec les pertes DC venant du RDC, donc comme j'en parlais tout précédemment, et les pertes AC sont calculées avec la formule que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est dérivée de Steinmetz pour la partie matériaux, et ça intègre également les pertes AC dues au fil, les pertes cuivre AC. Voilà, donc vous avez des pertes totales qui sont estimées à 24 Kelvin, sachant que la simulation a été faite dans une salle avec beaucoup de monde lors d'un séminaire, je pense qu'il faisait plus de 25 degrés dans la salle. On se retrouve en mesuré, en mesuré avec peut-être une marge d'erreur de 5 à 10 degrés, mais on se retrouve entre 50 et 60 degrés dans la simulation Red Expert, voilà qui est ici. Si j'en viens à mon deuxième exemple, j'ai augmenté la fréquence de découpage à 700 kg. J'en viens du coup à un calcul qui a été fait pour 28 micro-henry. Bon, j'avais pas le choix sur ma carte, mais j'ai choisi une self à 47 micro-henry. Vous voyez qu'on arrive dans un autre mode discontinu, puisqu'on a une self trop petite et du coup on a un temps on qui doit être plus important pour charger la lime, et du coup on a une période où le courant dans la self arrive à zéro. Donc c'est pas trop comparable en termes de pertes, puisqu'on est vraiment dans un autre mode de fonctionnement. Bon, il est intégré par RedExpert, et en tout cas vous voyez que le calcul a été fait ici. Si j'augmente encore la fréquence de découpage à 900 kg, on a encore forcément baissé la valeur de self calculée, et là je me suis permis d'aller sur carrément la self, la MAPI, qui est très petite, qui est à 2,2 micros. On est encore en mode discontinu, donc c'est moins comparable. Par contre, les calculs sont comparables à la mesure que j'ai faite, puisque j'ai dit qu'on était dans une température assez chaude, dans une salle assez chaude, et on se retrouve proche des 40 degrés dans le calcul. Là où je voulais en venir, c'est que à la fin, j'ai terminé par mettre une fréquence de découpage à 2,2 MHz, donc beaucoup plus élevée, où là, la MAPI devient bien dimensionnée en termes de valeur d'inductive, 2,2 micros. On remarque que par rapport au point précédent, où on avait une fréquence de découpage presque deux fois moins élevée, plus de deux fois moins élevée, on a un échauffement qui est très proche, entre 43 et 45 degrés Celsius. Pourtant, on a augmenté drastiquement la fréquence de découpage, et du coup, on aurait dû augmenter drastiquement les pertes AC. Mais ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on a une self qui a des pertes AC qui sont limitées. On voit que les pertes DC forcément sont les mêmes, les pertes AC ont même baissé, elle a été plus adaptée à cette fréquence. Et donc voilà, c'était juste pour arracher cette convention qui dit qu'en perte, en fréquence plus élevée, on a des pertes plus élevées. C'est pas toujours le cas, il faut sélectionner l'inductance qui sera adaptée. Voilà, ici, donc, si j'avais un ambient d'environ 25 degrés lors de ma mesure, bah, je me retrouve à quelque chose de très proche de ce que j'ai entre RedExpert et ma simulation avec la caméra thermique à allez, quelques degrés près. Voilà. Donc, pour conclure un peu cette présentation, ce que j'ai évoqué sur tout le cheminement et les pertes qui sont occasionnées sur les différentes étapes de mon convertisseur DC-DC, on voit que ici, en augmentant les fréquences de découpage, ma self ne va pas forcément chauffer de plus en plus. Par contre, on voit que les autres éléments que j'ai évoqués lors de la présentation, par exemple les switching losses ici au niveau des MOSFET, sont de plus en plus importants. Donc l'idée, c'est quand même de répartir les températures sur le PCB pour bien identifier également les pertes, les zones à travailler sur mon convertisseur DC-DC. On voit également les pertes par rectification qui sont en entrée. Au niveau, il y a aussi le filtrage, je pense là, mais au niveau de la TVS qui est en entrée. Donc il y a tout ça à travailler, pas uniquement l'inductance, bien sûr. J'en arrive à la fin de ma présentation, notamment avec la partie, juste une petite remarque sur la partie Power Module, qui sont des convertisseurs DC-DC tout intégrés que nous proposons en catalogue, avec différents formats qui sont déjà designés, qui intègrent la self de stockage et l'IC avec ces différentes fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ajouter les capas d'entrée-sortie. Parfois, elles sont même intégrées dedans. Et il faut choisir la tension de sortie avec votre pont diviseur qui est ici. Donc l'avantage, c'est la compacité du composant. C'est également la rapidité de mise en place du design.
Il y a aussi le fait que la CEM est déjà faite. Si ce n'est pas convenable selon vous, il y a également la possibilité de rajouter un filtrage en entrée-sortie. Voilà. Je me permets de regarder la partie questions-réponses. Pendant ce temps-là, oui, j'en ai terminé. Je vais revenir sur ma présentation, pardon, d'introduction, qui est ici, autant pour moi. Donc, je regarde la fenêtre questions-réponses. Je vois que Paul a déjà répondu à quelques questions. Tu me diras, Paul, s'il y a besoin de prendre la parole pour les dire à voix haute. J'en vois d'autres apparaître. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que ces sessions sont publiques, mais il y a la possibilité d'organiser des webinaires pendant le confinement, voire même après le confinement, des in-house séminaires en entreprise, en privé, pour parler d'un projet particulier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Que ça soit en termes de support, on peut également, on travaille pour faire du support technique en clientèle. C'est notre travail, à moi, Paul et mes autres collègues qui organisons les webinaires. On est une équipe commerciale de 45 personnes et tous nos commerciaux travaillent actuellement, sont disponibles et c'est leur travail de répondre à vos questions techniques et commerciales. On représente du coup la partie composant passif de Vurt Électronique, mais également connectique avec mes collègues qui organisent un séminaire également une fois par semaine dans les JTT de Vurt Électronique France. Donc ça représente tous ces composants. Aujourd'hui on a parlé plutôt power, mais on a également tous ceux que vous voyez représentés ici. Ici, avec des composants également pour la RF, tout ce qui est module RF également, et la connectique de mes collègues ingé d'appli de connectique qui organisent le prochain JTT. Il me semble que c'est mercredi prochain. Voilà, pendant que j'ai parlé, il y a des questions qui ont pu apparaître. Il y a cette fenêtre que vous voyez, je regarde et je vous réponds tout de suite. Voilà. Alors il y a une question à propos de la saturation des selfs et l'entrefer. L'avantage du blindage est de concentrer les lignes de champ dans le but d'avoir plus d'efficacité. Je sais pas si j'ai mélangé les deux, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, on a un entrefer dans tous les cas pour éviter d'avoir une saturation trop rapide du matériau. La saturation va générer une perte de valeur inductive, et qui dit perte de valeur inductive dit courant de pic plus important, et courant plus important va dire plus de pertes dans le convertisseur DC-DC. C'est pas, par contre, dans la self, ça va pas forcément occasionner de pertes directement. Là, je parlais vraiment du lien entre les pics de courant qui vont être occasionnés et du coup courant, et du coup les résistances qui sont autour du circuit, comme le SR, comme le RDC de la self, vont occasionner plus de pertes parce qu'il y aura des pics de courant. N'empêche que ajouter un entrefer permet de repousser la saturation en gardant une taille d'inductance raisonnable. Voilà. Mais en tout cas, l'avantage du blindage, c'est d'abord de concentrer les lignes de champ dans le blindage. C'est un avantage CEM, surtout dans les designs denses, quoi, lorsqu'on a des pistes qui sont situées autour. Alors il y a une question sur la résistance thermique de l'inductance. On n'a pas de mesures qui sont faites là-dessus. Là, j'ai fait la mesure avec une caméra thermique. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas dans mon application, parce que c'était vraiment juste pour de la démo rapide. C'est une caméra thermique qui est branchée sur une tablette. Par contre, il y a des caméras thermiques beaucoup plus précises que ce que j'ai utilisé. Et il y a également le bon vieux thermocouple qui existe pour mesurer ça. Mais on n'a pas de résistance thermique qui sont données pour nos selfs, en effet. C'est pas quelque chose qui est mesuré sur le matériau. C'est quelque chose, là, ce qu'on a mesuré, c'est juste sur le, sur le dessus qu'on a placé la caméra thermique. Voilà, pour le moment, j'ai pas plus de questions. Je vois que Paul avait répondu à de nombreuses questions pendant la session par écrit.
Euh, je vais laisser un instant, je vois que le temps est passé très vite, donc on a atteint les 45 minutes. Euh, donc le temps que je vous salue, je vois si d'autres questions apparaissent. Dans tous les cas, je remercie Paul pour la modération. Je vous invite à suivre le prochain JTT qui aura lieu lundi prochain sur le filtrage, le dimensionnement des filtres, les topologies. Pour ma part, je pense que c'était ma dernière session. Je vous remercie pour votre présence. Je suis disponible pour les questions supplémentaires et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et un bon week-end. Au revoir, merci.